Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Gilbert Achcar, professeur Gilbert Achcar et l'ami Gilbert Achcar, et le grand connaisseur du monde arabe et notamment de la région du Levant, d'où il est originaire. Il est originaire du Liban. Gilbert Achcar est professeur à l'École des études orientales et africaines SOAS de l'Université de Londres. Ses ouvrages les plus récents qui ont été traduits en français, Le peuple veut, Ash-Sha'b Yurid, une exploration radicale du soulèvement arabe en 2013, Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme en 2015, et Symptômes morbides, la rechute du soulèvement arabe en 2017. À partir, tout d'abord, merci beaucoup Gilbert. À partir de, Merci à toi, Salam, et bonsoir à bonsoir. toutes et à tous. À partir du dernier titre, peut-être on va commencer avec la rechute du soulèvement arabe. Est-ce que 10 ans après, ce soir, comme le titre de notre webinaire, le 35e, qui est le 10 ans après son printemps, où va le monde arabe, est-ce qu'on vit une rechute ou une stagnation ou une période de pause qui va redémarrer, comme on a vu après ce qui s'est passé en Tunisie, Égypte, Libye, Syrie. On a vu aussi quelques années après, même plus tard après, des révoltes ou des contestations sociales qui ont éclaté au Liban, au Soudan et en Irak. Actuellement, il y a un mouvement, Al-Harak, même si tout le monde l'appelle Hirak, mais de l'arabe exact, Al-Harak, parce que ça vient de Haraka, wa laysa al-Hiraka. Alors, c'est Al-Harak al-Jazairi. Aussi, il est en cours. On ressent aussi que dans plusieurs pays, il y a des genèses de, je dirais pas soulèvement, mais de protestations, peut-être au Maroc, peut-être ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une rechute ou il y a un peu d'espoir? Bien, enfin, le titre rechute que tu as évoqué est le titre d'un ouvrage qui est paru en fait en langue anglaise d'abord en 2016 et dont la version française est parue en 2017. Et cet ouvrage portait sur une période précise située dans le temps à partir de 2013. Donc, il y a, si tu veux, un découpage chronologique d'un processus en cours que j'ai qualifié depuis le départ, depuis 2011, de processus révolutionnaire de longue durée ou à long terme, et qui, comme tout processus révolutionnaire, connaît inévitablement des phases d'ascension, des phases de rechute, des phases révolutionnaires, des phases contre-révolutionnaires. Et je crois que dans cette chronologie, on peut distinguer assez clairement les 2 premières années de ce qui avait été appelé le printemps arabe, 2011, et puis 2012, où avec quand même, disons, un début de perte d'énergie, et puis l'année 2013 qui est l'année du retournement. L'année 2013 un retournement qui commence en Syrie avec l'intervention de l'Iran auprès du régime pour sauver le régime syrien, une intervention qui va avoir un effet dans, dans le retournement de la vague qui avait commencé en 2011. Ça sera suivi par l'Égypte, le coup d'État de juillet 2013 en Égypte. Peu après, on va assister à un retour des hommes de l'ancien régime en Tunisie, un retour partiel des hommes de l'ancien régime au pouvoir en Tunisie. Donc, on voit que s'estompent un peu les effets de 2011. Et puis, l'année suivante, la situation en Libye et au Yémen qui tombe dans la guerre civile, n'est-ce pas? Donc, tout cela dessinait une phase de rechute, même une phase contre-révolutionnaire par rapport aux 2 premières années du soulèvement. Mais en même temps, bon,
je terminais cette analyse par l'affirmation qu'il y aurait de nouveaux printemps, hein, de nouvelles montées révolutionnaires inévitablement. Et la raison étant que, précisément, ce qui a commencé en 2011, c'est pour ça que je l'avais qualifié de processus révolutionnaire de longue durée, enfin, à long terme, ce qui avait commencé en 2011 avait des racines profondes dans des structures étatiques, les structures socio-économiques dans le monde arabe. Et le processus ne pouvait s'arrêter qu'avec un changement radical de ces structures. On en est toujours loin, bien sûr. Donc, ça devait inévitablement continuer. Et il y a eu ce que tu as évoqué, c'est-à-dire un deuxième printemps, comme il a été appelé médiatiquement, ou une deuxième phase de soulèvement, une deuxième vague de soulèvement, une deuxième onde de choc. On peut utiliser beaucoup de métaphores ou d'expressions à cet égard, qui commence exactement 8 ans après. Ce qu'on a appelé le printemps arabe avait commencé en fait en décembre 2010 en Tunisie. La vague d'après commence en décembre 2018 au Soudan. On peut même, ça peut se discuter, mais on peut même penser que ça commence à l'été 2018 en Jordanie, qui a connu à cette époque un fort mouvement populaire qui a quand même abouti à un changement de gouvernement. Mais décembre 2018, c'est le début du soulèvement au Soudan, suivi en février 2019 par le soulèvement algérien, le Hirak, comme tu l'as évoqué. Il faut dire que maintenant, je crois que avant même le soulèvement algérien, le terme Hirak, y compris prononcé Hirak, était rentré dans le vocabulaire régional de manière très, très, très large, bien avant l'Algérie, bien avant 2019. Donc, l'Algérie, puis l'Irak, le Liban, donc on avait affaire à une deuxième vague. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Il y a eu le Covid qui est intervenu. Il y a eu la pandémie. Et la pandémie a suspendu, a gelé cette première vague. Et la contre-révolution, là, Oui, mais disons, c'est plus une suspension, comme on l'a pu le voir en Algérie d'ailleurs, qu'une contre-révolution à la syrienne ou à la bahreïnie où tu éteins complètement, où tu étouffes un mouvement. Ce qu'il y a eu, que ce soit au Soudan ou en Algérie, ou même en Irak et au Liban, les mouvements se sont arrêtés parce que les gens aussi ont besoin de se protéger eux-mêmes. Donc, la pandémie ne fait pas de distinction politique. Mais on voit aujourd'hui que c'est en train de reprendre. L'Algérie commence à reprendre son mouvement populaire, son Hirak. Le Soudan a vu pendant les derniers mois une série de manifestations, y compris en décembre et plus récemment, des manifestations et la lutte continue très clairement au Soudan entre les différentes forces politiques. Et puis le Liban ne fait que s'enfoncer dans sa crise et ça rebondit constamment, même si ça n'a pas la forme d'un soulèvement, ça n'a plus la forme d'un véritable soulèvement avec une sorte de marée humaine unie dans l'expression de sa protestation, comme ça a été le cas en 2019. Et l'Irak, a vu quelques rebonds, mais ça reste pour le moment limité. Mais simplement pour dire que la deuxième phase a été suspendue, a été interrompue plutôt que défaite à cause de la pandémie, et que, au moins en partie, elle est en train de reprendre, et que ça va s'ajouter à cela l'effet économique de la pandémie qui va considérablement aggraver les problèmes sociaux et économiques, comme on le voit d'ailleurs au Liban, que tu viens de citer, dans la région. Donc, tout est là pour indiquer que, effectivement, nous sommes partis depuis 2011 sur le long terme pour peut-être probablement,
je dirais, des décennies de tensions, d'agitation dans la région et toute perspective de retour à cette sorte de stabilité despotique qui existait avant 2011 me semble relever complètement de l'illusion. Justement, en évoquant l'économie, je me souviens d'une intervention de toi ici à Paris où on parlait un peu du poids de l'économie dans le soulèvement arabe. Parce qu'on a l'habitude à lire et à écouter les spécialistes ou les analystes dire c'était un soulèvement pour la dignité, pour la démocratie, pour la liberté. Tout à fait exact, mais aussi le facteur économique est très important et il a été souvent négligé par les observateurs. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Bon, je crois que euh, ce qui a, enfin, on a eu d'une part, si l'on veut, l'impressionnisme habituel des médias lorsqu'il y a la couverture d'un événement. Bon, il y a rarement cette recherche de fond hein, sur, si tu veux, ce qui constitue les ressorts profonds d'une dynamique sociale ou sociopolitique. Et il faut dire que aussi une partie probablement de la recherche universitaire est partie dans cette euh, interprétation de ce qui s'était passé en 2011 comme relevant des transitions démocratiques hein, et donc d'un monde arabe qui jusque-là avait fait l'exception. Hein. C'était le dernier ensemble géopolitique qui connaissait une concentration d'États autoritaires ou despotiques, enfin il y a toutes les nuances de l'autoritarisme dans la région arabe, depuis la chute du système des États d'Europe orientale. Dans, pendant plusieurs années, si tu regardes les rapports sur les droits humains, sur la démocratie dans le monde, pendant plusieurs années, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, hein, dans cette façon de le cataloguer, eh bien, était la région la plus, disons, la moins démocratique, était devenue la région la moins démocratique du monde. Je parle de région. Hein. Il y a des États individuellement, comme je sais pas, la Corée du Nord, qui sont des États totalitaires. Mais en tant que région, en tant qu'ensemble géopolitique, c'était un ensemble géopolitique qui se distinguait du reste du monde par le fait qu'il restait ancré dans ces systèmes autoritaires ou despotiques. Et donc, bon, l'attente était que c'était voilà, la démocratisation qui finalement atteignait cette partie du monde. Mais c'était une lecture assez réduite parce que même en regardant de plus près les mots d'ordre, les revendications qui ont émergé dans les manifestations, dans les soulèvements, on voit très bien que la question sociale était centrale. La question sociale était clairement centrale en Tunisie, y compris dans tout ce qui a précédé le soulèvement de 2010-2011, avec des explosions régionales sur la question de l'emploi. La question sociale était claire également dans les mots d'ordre avancés en Égypte sur pain, liberté, justice sociale. C'était cette sorte de triptyque qui définissait un peu les aspirations des gens, mais dans lesquelles on retrouve la question sociale. Il y a liberté, oui, mais il y a pain et il y a justice sociale. Donc, bon, et puis, plus généralement, on a aujourd'hui la preuve hein, que la dynamique de fond n'était pas et uniquement démocratique, ne portait pas uniquement sur les questions, sur la question politique. On a cette preuve dans le cas précisément de la Tunisie, parce que la Tunisie est présentée comme le seul pays qui a réussi sa transition démocratique. Bon. Et c'est vrai que de tous les pays
de la région qui sont passés par des soulèvements, c'est le seul où les conquêtes démocratiques ont été préservées, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, on peut dire que la Tunisie est probablement le pays de la région qui est le plus démocratique, c'est-à-dire où il y a le plus de liberté politique et les élections relativement les plus libres. Hein. D'ailleurs, on voit on voit même l'absence d'émergence de forces politiques de grande surface hein, dans le pays. Il y a un émiettement politique. Donc, ça, c'est là. Et en même temps, voilà ce pays qui a connu un mois de manifestations, vraiment une vague de fonds importante en ce début d'année 2021. Donc, et c'était sur quoi? Ben, c'était sur la même chose, c'est-à-dire la question sociale, la question de l'emploi, une révolte de la jeunesse. Hein, c'est ainsi qu'on avait d'ailleurs décrit les soulèvements de 2011 hein, comme des révoltes de jeunes. Bon, tous les soulèvements sont toujours des soulèvements majoritairement de jeunes personnes, ça c'est normal. Mais là, on voit donc bien par l'exemple tunisien que la démocratisation seule n'est pas la solution. Elle n'est qu'une partie de la solution, mais il n'y a pas de véritable sortie de cette crise profonde que connaissent les pays de la région sans un changement socio-économique, sans un changement radical dans la nature, dans les politiques économiques, dans les politiques de développement hein, qui correspondent aux intérêts profonds des populations. Bon, sans un tel changement, il n'y a pas de sortie de crise. Il y a un aspect aussi qui a été mal considéré par les observateurs et à tel point que nous, chercheurs et spécialistes de la région, nous avons commencé à le regretter. Je veux dire par là la militarisation des révoltes, notamment la révolution syrienne. On a toujours reproché aux révoltés d'avoir utilisé les armes à un certain moment de la révolution. Et nous sommes ici maintenant, à 10 ans après. Même moi, je tombe dans ce piège. Des fois, je dis peut-être parmi les fautes de la révolution syrienne, c'est de prendre les armes. Et si on se réfère aux écrits d'Abdrahman al-Kawakibi il y a un siècle, il disait la révolution ne doit pas faire recours à la violence. Sinon, ça va être le chaos total et c'est toujours le pouvoir qui gagne. Mais les gens ne lisent pas le mais que tu as mentionné toi dans ta dernière intervention, si je me souviens bien, à l'hôtel de ville à Paris. Tu as dit mais, et Kawakibi il a dit mais aussi. Si le pouvoir utilise la force aveugle, qu'est-ce que vous attendez des civils? De rester comme ça, recevoir les barils de TNT sur leur tête? Alors peut-être si on peut développer cette réflexion pour peut-être 10 ans après, même si on regrette cette violence, même si on regrette que des gens sont tombés dans le piège de la violence, mais quand même, il faut l'expliquer. Oui, ben c'est une question bien sûr complexe. Mais d'abord, il faut se rendre compte que la non-violence peut fonctionner face à un adversaire qui a un minimum de sens moral et qui donc a des limites dans sa possibilité de tuer, n'est-ce pas? Mais la non-violence face à un adversaire qui n'a aucune limite dans le massacre, ça ne peut pas fonctionner, c'est tout simple. Donc, face à une force armée derrière laquelle il y a un minimum de sens moral, hein, c'est-à-dire une
une sorte de ligne rouge dans l'horreur à ne pas franchir, les moyens non violents peuvent aboutir à des résultats. Mais pas dans le cas d'une dictature comme celle des Assad en Syrie, hein, qui est ubuesque à la manière de je les tuerai tous et puis je m'en irai, c'est-à-dire qui n'a pas de scrupule moral à provoquer, à causer la destruction totale du pays, à causer 1 million de morts, à causer des millions de déplacés, de réfugiés, et tout cela, à provoquer une tragédie absolument immense afin de se maintenir au pouvoir. Donc, bon, maintenant, le régime a délibérément en Syrie provoqué la militarisation du conflit par son recours au meurtre, hein, son recours aux armes depuis le début. On a eu la même chose en Libye. Il y a un autre régime qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de limite dans ses dispositions au massacre. Et c'est pour ça qu'en Libye, ça a très vite tourné en guerre, hein, puis bon, avec y compris des dissensions dans les forces armées. Tout ça, ça s'est fait très tôt. Ça s'est fait très tôt en Libye. En Syrie, il y a eu l'espoir que l'intervention de l'OTAN en Libye puisse jouer un rôle dissuasif par rapport au régime de Damas, et que donc eh bien, le mouvement populaire pourrait se développer de manière relativement pacifique, parce que dès le début, il y a eu des morts. Bon. Mais le régime, en fait, a tâté le terrain, hein, on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu recours aux grands moyens répressifs d'un seul coup. Il a tâté le terrain sur le plan mondial pour voir s'il était menacé par une intervention du type de l'intervention en Libye. Et puis, une fois rassuré sur ce plan-là, à l'automne 2011, il a eu recours aux grands moyens, c'est-à-dire après avoir laissé passer la vague de l'été qui avait culminé à un certain moment. Alors, il y a aussi une autre dimension, c'est que disons, pour s'opposer à un régime brutal, il faut, si l'on veut déjà déployer des moyens pacifiques, il faut avoir les moyens pacifiques. C'est-à-dire, il faut avoir une force populaire capable de, par exemple, de réaliser une grève générale, capable de paralyser un pays. Or, le problème en Syrie, c'est que cela n'existait pas. C'est que l'émiettement des forces politiques dû à de longues années, des décennies de répression, hein, fait qu'on n'a pas vu émerger en Syrie ce qu'on a vu émerger au Soudan, c'est-à-dire une direction du mouvement populaire avec une véritable légitimité, une direction de l'intérieur, hein, une direction du mouvement populaire qui a pu canaliser ce mouvement populaire de telle sorte que lorsque les militaires soudanais ont essayé en juin 2019 de réprimer le mouvement dans le sang, donc après quelques mois comme en Syrie, eh bien là, ils sont heurtés à une grève générale, une paralysie du pays, bon, et qui les a obligés à composer. Donc là aussi, c'est en même temps un reflet de la faiblesse du mouvement populaire organisé en Syrie que la militarisation poussée par le régime a pu avoir lieu de la manière qu'on sait. Donc je crois qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans, mais le fait de dire, si tu veux, il ne fallait pas prendre les armes, je trouve ça très simpliste. Tu peux le dire de l'extérieur, mais enfin, quand tu étais sur le terrain, je me rappelle ce que m'avait dit en octobre 2011 Michel Kido, on a peur d'arrêter. On a peur d'arrêter de manifester parce que ça veut dire
être réprimés inévitablement et donc finir dans les prisons cauchemardesques du régime. Donc les gens continuaient, mais comme la continuation du mouvement était eh bien, affrontée par les armes, par le régime, eh bien, il s'est trouvé un moment où les gens n'avaient le choix devenait soit continuer à mourir dans les rues, soit se défendre. Bon, c'est comme ça que ça évolue. Mais le choix d'arrêter le mouvement n'était pas une option, comme je viens de le citer. C'est-à-dire, le mouvement aurait arrêté, la répression aurait été terrible. Tout le monde le savait. Si le mouvement s'arrêtait, la répression serait terrible. Donc, les gens se sentaient obligés de continuer à lutter, mais face à un régime qui avait de plus en plus recours à la force brute, eh bien, les gens ont dû se défendre. Donc, on est rentré dans cette dynamique de guerre civile de manière pratiquement inévitable vu les conditions que j'ai citées. Pour revenir à la question libanaise, il y a certains écrits qui soulignent la défaite fachal, la défaite de la révolte libanaise. Est-ce que tu es d'accord ou tu penses que c'est une période due à la pandémie, due à la crise économique, les gens sont fatigués, il y aura un retour? Parce que aussi, ces gens qui parlent de la défaite finale presque, ils évoquent un autre aspect concernant la loyauté d'une grande partie de la population à ses chefs religieux ou ses chefs tribaux. Comment tu vois les choses? Oui, ben, tout à fait. On est là dans le même problème, sauf que le Liban, c'est pas la répression qui fait qu'il n'y a pas de force politique représentative des aspirations populaires euh, comme elle existe au Soudan, n'est-ce pas, avec cette force de type syndical, ou comme elle a pu, comme on l'a vu à l'œuvre aussi en Tunisie avec l'Union générale des travailleurs tunisiens qui a joué le rôle d'encadrement du soulèvement de 2011 dans ce pays. Eh bien, il n'y a pas de direction populaire légitime au Liban, non pas du fait d'une répression quelconque. D'ailleurs, au Soudan, elle s'est constituée dans la clandestinité, cette direction, il faut le dire, contrairement à la Tunisie. Mais au Liban, si cela n'existe pas, c'est à cause de l'émiettement politique de ce diviser pour régner qui a été pratiqué depuis le début dans les institutions libanaises sur la base confessionnelle, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette multiplicité comme ça des allégeances confessionnelles politiques dans le pays fait qu'il n'y a pas eu d'émergence de forces populaires euh, euh, non confessionnelles, dépassant les clivages confessionnels et représentant les aspirations sociales, économiques de la population. Et donc, on a eu un moment de révolte. Dans cette révolte, les gens se sont retrouvés. Donc, il y a eu un moment de soulèvement à l'automne 2019 avec ce dépassement des clivages confessionnels, mais on était dans l'ordre du spontané, c'est-à-dire l'émergence ici et là sur le champ de figures, mais aucune, comme en Algérie d'ailleurs, aucune force n'ayant les moyens, n'ayant la possibilité de se déclarer représentante du mouvement. Bon, il y a eu des tentatives de constituer cela, mais elles n'ont pas abouti. Et il y a eu, du coup, comme cela arrive régulièrement, de manière récurrente dans l'histoire du pays, chaque fois qu'il y a une forte montée des luttes sociales, eh bien, le divisé pour régner confessionnel s'acharne à casser la dynamique et revenir au clivage confessionnel. Et cela a eu lieu au Liban. Donc, bon, ajoutons à tout cela l'hétérogénéité donc sur le plan politique de ce qu'on a vu, enfin du soulèvement de 2019,
Et bon, on comprend que aujourd'hui, bon, les perspectives ne soient pas encourageantes au Liban. Hein. Bon, en plus, la détérioration des conditions économiques est absolument terrible, donc ce ne sont pas vraiment des conditions propices à la formation d'un mouvement populaire uni. Et puis, bon, les directions confessionnelles ont repris le dessus. Euh, le, le, et aujourd'hui même, elles ont changé de tactique. On voit par exemple, là, dans les toutes dernières manifestations, que le Hezbollah, et Amal d'ailleurs, son allié, qui dans la première phase en 2019 s'était opposé au mouvement et avait même réprimé le mouvement, maintenant, ils essayent d'encadrer eux-mêmes la protestation afin d'en contrôler les rênes. Donc, ils ont changé de tactique. Bon, je crois que non, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de raisons de contester le diagnostic que tu as cité. On reproche au mouvement contestataire libanais d'avoir été radical dans ses exigences, c'est-à-dire aussi certains collègues libanais disent le slogan Kullon yani kullon, tous yani tous. C'était pas très politique parce qu'il fallait s'appuyer sur une force politique moins corrompue que les autres, ou moins impliquée dans la mauvaise gestion que les autres pour avoir une entrée quelconque dans le système. Parce que si d'emblée tu annonces que tu veux te débarrasser de tout le monde, bien entendu, tu n'arriveras pas. C'est juste. Oui, ben, le kullon yani kullon, ce n'est pas toutes les forces politiques, c'est toutes les forces politiques au pouvoir. Bon, toutes les forces politiques qui se partagent le gâteau, n'est-ce pas? Or, toutes ces forces sont corrompues, toutes ces forces sont des forces confessionnelles, et aucune de ces forces ne représente une solution au problème. Elles ont toutes trempé dans cette exploitation éhontée de la population qui a abouti au cataclysme économique en cours. Hein. Donc, je ne vois pas en quoi, au contraire, ce slogan a été ce qui a permis d'unifier le mouvement à l'automne 2019. C'est grâce à ce type de slogan que les clivages confessionnels ont pu être dépassés dans le mouvement. C'est grâce à ce type de slogan que le mouvement s'est étendu dans tout le pays, dans toutes les régions du pays, et c'était ce qui a surpris en 2019. Précisément parce qu'il s'agissait de dire ce n'est pas une révolte contre une partie du champ confessionnel politique au profit d'une autre, c'est une révolte contre toutes les composantes du système politique confessionnel. Bon, et ça, je crois que, au contraire, bien au contraire, loin d'avoir été un excès de radicalité, c'était la condition qui a permis le mouvement. Maintenant, de dire qu'il fallait s'appuyer sur une force politique moins corrompue, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle force politique? Les forces politiques qui ont trompé dans l'exercice du pouvoir, je ne vois pas laquelle aurait pu être une référence sans briser, en fait, dès que l'on se déclare pour une partie de la classe politique qui existait, on se coupe du reste, on se coupe des gens qui n'appartiennent pas au même bord confessionnel politique. Et on revient dans ce jeu des clivages. Non, je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est précisément que, bon, il n'y a pas de force politique d'envergure dans le pays et qui soit crédible aux yeux de l'ensemble de la population à travers les clivages confessionnels, au-delà des clivages confessionnels, en tant que force d'expression des intérêts de la population. Cette force n'existe pas au Liban. En tant que force ayant une véritable présence et une véritable légitimité. Il n'y a plus dans le pays de forces syndicales crédibles depuis les temps de la présence des troupes syriennes, hein, de la complète... bon,
et puis, chaque fois qu'il y a eu des montées, des moments de montée des luttes sociales, comme il y en a eu hein, dans les années précédentes, on a vu les forces confessionnelles faire tout leur possible pour reprendre le dessus dans les structures syndicales et autres, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un blocage. Et bon, je crois que il faudra, bon, on peut espérer que la nouvelle génération qui s'est politisée à travers l'automne 2019, le soulèvement de 2019 et la colère actuelle, il faudra espérer que cette génération, on voit des embryons, hein, puisse créer un mouvement qui corresponde à ce que nous avons dit. Alors, il y a certains mouvements qui regroupent des centaines de membres, c'est pas on n'est pas dans les mouvements de masse. Enfin, il y a eu des mouvements de jeunes et autres qui ont, et aujourd'hui, on voit un mouvement des étudiants au Liban qui est très prometteur, ce qu'on appelle les clubs laïcs. Oui. Bon, et on a vu récemment aussi des expressions politiques issues du mouvement étudiant qui sont très encourageantes. Bon, mais ça, c'est encore un mouvement étudiant. Donc, c'est prometteur pour l'avenir. Ça fait partie des raisons d'espérer. Je n'arrête pas de dire qu'il y a toujours des raisons d'espérer dans la région. On n'en est pas arrivé au stade où il n'y a plus d'espoir. Non, au contraire, il y a même, je dirais, de fortes raisons d'espérer par rapport aux générations qui se sont politisées à travers toutes ces expériences. Mais bon, il faudra du temps. On parle maintenant beaucoup, et le dernier numéro de Confluence, ça parlait de contre-révolution, les contre-révolutions. Et parmi les forces, à part les États qui ont subventionné, qui ont soutenu les dictateurs, qui ont soutenu les contre-révolutions, aussi il y a des forces politiques qui étaient censées être révolutionnaires. Et je veux dire par cela la gauche arabe. Je ne généralise pas, bien entendu, mais une grande partie de la gauche arabe, surtout nord-africaine, elle est anti-révolutionnaire, ou elle est peut-être révolutionnaire chez elle, mais contre les révolutions chez les autres. Je m'explique. Quand je vais au Maroc, en Algérie, en Tunisie, je m'adresse à des gens qui sont comme nous, qui sont de notre bord idéologique, pour parler de ce qui se passe en Syrie. Leurs réactions sont tout à fait négatives par rapport à ce qui se passe en Syrie, par exemple. Ils considèrent que ce n'est pas une révolte, c'est un complot, que l'impérialisme, tu connais tous ces vocabulaires complotistes, etc., etc. Et cela se reflète même dans les réactions de certaines gauches européennes, notamment les insoumis en France et en Allemagne aussi, on a les Den Linke. On a écrit beaucoup sur cela. Farouk Mardambek, il a développé une réflexion. Mais j'aimerais bien avoir ton analyse sur ce phénomène décevant. Oui, c'est vrai que, bon, alors d'abord, je crois qu'il faut faire des distinctions. Quand on parle de gauche organisée dans le monde arabe, on se réfère à des courants qui existent depuis longtemps, hein, qui ont une longue histoire, au siècle passé, même on peut dire aujourd'hui, hein, et qui ne correspondent pas à ce renouveau de la radicalisation de la jeunesse qu'on voit aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui a des formes d'expression politique rajeunies, si tu veux, par rapport à ces traditions. Et puis, il y a de vieux réflexes qui sont eh bien, soit des réflexes par rapport à l'intégrisme islamique, soit des réflexes par rapport à l'Occident, à l'impérialisme occidental, pour prendre le terme. Ce sont donc des réflexes anti-impérialistes. Mais ce sont des réflexes au sens où il y a, bon, comme on a pu le voir en Algérie au moment du coup d'État en 1992, il y a eu un pan entier de la gauche algérienne, majoritaire, qui a soutenu le coup d'État. Eh bien,
au nom du barrage à opposer aux intégristes du FIS, du Front islamique du salut. Donc, cette idée qu'on peut faire barrage à l'intégrisme islamique par la dictature militaire est une idée, évidemment, qui pose un très gros problème si on est véritablement de gauche. Bon, on a vu cela se répéter en Égypte aussi avec un soutien à Sisi, sous le prétexte de faire barrage pour faire barrage aux frères musulmans. Ce n'est pas un prétexte, c'est plus qu'un prétexte. Donc là, il y a problème. Il y a problème. Je ne veux pas dire par là qu'il faut soutenir les frères musulmans ou le fils, absolument pas. Mais la gauche doit lutter contre ces adversaires politiques que sont les intégristes musulmans, mais aussi contre les militaires, contre les régimes en place, et refuser de faire des choix entre les deux, parce que c'est un choix fatal, c'est un choix mortel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, de même, la question de l'impérialisme, bon, il y a eu intervention en Libye, et cela a fait changer de position politique un certain nombre de courants. Bien, alors là aussi, on peut s'opposer à la continuation d'une intervention occidentale en Libye, comme cela a eu lieu au-delà du premier moment qui a empêché le massacre qui s'annonçait à Benghazi en 2011, tout en aussi soutenant le droit de la population libyenne à se débarrasser de la dictature de Kadhafi. Hein, c'est un droit démocratique. Le réflexe, alors la Syrie, je dirais, c'est la question de l'intégrisme qui a pris le dessus, c'est-à-dire à partir du moment où il a été perçu que l'opposition devenait dominée par la Turquie et les pays du Golfe, n'est-ce pas, il y a eu des réflexes, hein, de dénonciation de cela. S'ajoute la prétention du régime syrien d'être comment dire, opposé à Israël, d'être un soutien au Hezbollah, hein, et donc le régime syrien a beaucoup exploité la guerre de 2006 au Liban en sa faveur, hein, jouant sur l'image Bachar al-Assad, Hassan Nasrallah, tu sais bien, hein, en jouant sur cela, et cela est resté dans les esprits. Et donc, ils sont rentrés dans cette logique du complot, comme tu dis, cette théorie du complot, et un anti-impérialisme à sens unique, parce que qu'est-ce que l'intervention russe, qu'est-ce que la Russie, sinon un État impérialiste, hein, et puis que penser de l'intégrisme, qu'est-ce que c'est que cet anti-intégrisme qui est également à sens unique, anti-intégrisme sunnite, mais qui ne voit pas l'Iran, le Hezbollah, les Kataib Hezbollah, les Kataib, je ne sais pas quoi, enfin, autant d'appellations toutes intégristes et religieuses, n'est-ce pas, qui ne voient pas en cela des forces intégristes. Donc, non, malheureusement, ces forces politiques sont myopes, sont politiquement myopes. Elles peuvent être peut-être animées au départ de bons sentiments, peut-être dans leur propre pays, mais leur vision de ce qui se passe au-delà de leurs frontières est une vision complètement faussée. Mais justement, comme tu as évoqué la question de l'intégrisme religieux et les mouvements islamiques, est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas possible pour les forces de la gauche arabe ou les libéraux, même qui ne sont pas de gauche, de s'entendre un jour avec les modérés parmi les islamistes, où il faut toujours les voir comme deux entités très séparées, inconsolables, pour arriver ensemble peut-être à une forme de compréhension, de collaboration pour une démocratie relative?
Il faut s'entendre. Bon, qu'est-ce que c'est? Enfin, personnellement, je n'utilise pas le terme islamiste parce que je trouve qu'il est, Oui, il couvre tout et n'importe quoi. Ça va du parti de l'AKP de Turquie à bon, Daesh. Hein. Et puis, il introduit une confusion entre islam et islamisme, qui est une confusion dont Maxime Rodinson avait déjà, enfin, contre laquelle Maxime Rodinson avait déjà mis en garde. Hein, parce que dans les vieux dictionnaires, islamisme, c'était islam, ça veut dire islam. Hein, comme tu dis, christianisme, etc. Il y avait islamisme pour dire islam. Bon, c'est un très mauvais terme, à mon sens, il introduit cette confusion. Je préfère parler personnellement, je préfère parler d'intégrisme parce qu'au moins l'avantage ici, c'est que ce terme s'applique à toutes les religions. tout à Ce fait. n'est pas une particularité de l'islam, n'est-ce pas? Bon, alors si déjà on fait cette délimitation, on va faire la distinction. Hein, une force, même si elle est issue d'un mouvement intégriste à l'origine, comme Aboul Foutour en Égypte, n'est-ce pas? Bon, à partir du moment où il sort de cette logique intégriste et développe une sorte de, comment dire, de, de vision libérale, peut-être au sens américain, c'est-à-dire avec des éléments de progressisme musulman, ça devient une partie du champ libéral. Or, je crois que sur le plan politique, le champ qui exprime la, les aspirations des soulèvements depuis 2011, c'est ce champ qui va de la gauche au libéralisme politique, c'est-à-dire aux forces libérales réformistes, libérales politiquement, réformistes sur le plan social. Bon, donc parmi celles-ci, il y a certainement des forces, enfin, je veux dire, qui se revendiquent de l'islam comme identité, hein, mais une force pour qui enfin, l'application de la charia fait partie du programme n'est pas une force avec laquelle il peut y avoir une alliance en positif. Il peut y avoir une alliance en négatif contre un ennemi commun. Si demain tu as une invasion au Sud-Liban, encore une fois, je crois que toute personne de gauche devrait lutter contre, résister à l'occupation, à l'invasion, même si c'est aux côtés du Hezbollah. Je veux dire, à ce moment-là, il y a un ennemi commun qui impose un dépassement des, des, des antagonismes du moment, bon, à condition de rester sur ses gardes. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de possibilité d'agir en commun pour un changement politique avec des forces de ce type, parce qu'il y a une divergence radicale dans les objectifs. Et je ne crois pas qu'une force qui euh, veut imposer, veut fonder la politique et l'État sur la religion, je crois qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre une telle perspective et la démocratie. La démocratie, c'est l'idée de la souveraineté populaire, n'est-ce pas? À partir du moment où on pense que la souveraineté est divine, elle est de droit divin, même si ce n'est pas monarchique, mais je veux dire, il y a un code religieux qui est au-delà de toute souveraineté populaire et qui doit s'imposer dans l'État, à tout le monde, à la société, eh bien, on sort complètement du cadre démocratique. Très bien. Et on a parlé de la gauche arabe qui est contre-révolutionnaire, entre guillemets, bien entendu, une partie de la gauche qui doute de la légitimité de certaines révolutions. Pour maintenant évoquer la position de l'Europe et certains pays influents comme la France et d'autres pays, l'Italie, l'Angleterre, qui ont choisi, après avoir un petit peu hésité entre les forces révolutionnaires et les régimes en place, on a l'impression maintenant qu'ils ont choisi
ce qu'ils appellent la stabilité, le maintien de l'ordre, le contrôle de l'immigration illégale et la guerre contre le terrorisme. Et sous tous ces prétextes-là, ils ont continué à soutenir, ils soutiennent encore de plus en plus des dictateurs comme le général Sisi et comme les généraux algériens et comme les différents régimes dictatoriaux dans la région. Ils ont soutenu Haftar en pensant que c'était un militaire, il allait faire face aux islamistes qui ne leur plaisent pas parce que Haftar, il était soutenu par des mouvements intégristes, comme tu préfères qu'on les qualifie, qui sont beaucoup plus obscurantistes que ceux qui étaient en face. Oui, tout à fait. On peut le dire la même chose de Sisi, on peut le dire la même chose dans tous les cas. Les salafistes liés au royaume saoudien sont du côté de ces dictatures. Et bon, on a vu, à partir du cas égyptien et d'autres, après un moment de rapprochement entre les salafistes et les frères musulmans, il y a eu de nouveau ruptures. Ils se sont retrouvés dans des camps opposés. Et je veux dire, si les frères musulmans sont intégristes, les salafistes le sont encore plus. Enfin, je veux dire, ils sont encore plus je veux dire, encore plus extrêmes dans leur type d'intégrisme religieux. Donc, bon, alors, l'Europe, l'attitude je crois que chacun des États européens n'a que ses propres intérêts et ne voit pas plus loin que ses intérêts immédiats, y compris les intérêts de ses marchands de canons. Je veux dire, enfin, un des événements les plus honteux dans l'attitude européenne face à ce qui se passe dans la région, et ça ne manque pas d'exemples. Si on prend uniquement la France depuis Michel Alliot-Marie, les déclarations de Michel Alliot-Marie au moment du soulèvement tunisien, hein, le soutien sécuritaire apporté à Ben Ali. Bon, la visite de François Hollande à Sisi pour lui vendre des rafales, pour moi, c'est le degré, je veux dire, c'est le degré zéro sur le plan de la morale politique. Hein, un dictateur qui a du sang sur les mains, hein, qui a commis un massacre, celui de Rabia et tout, et dont on va serrer la main pour lui vendre dans un pays où plus du tiers de la population est sous le seuil de pauvreté, lui vendre un avion militaire extrêmement cher. Je veux dire, on est dans l'immoralité la plus absolue. Et donc, c'est cela qui gouverne l'attitude des gouvernements des grandes puissances, toutes, hein, il faut dire, vis-à-vis de la région. Mais ni la Russie ni la Chine n'ont des prétentions démocratiques ou droits de l'homiste. Par contre, les pays occidentaux ont ces prétentions et ça ne fait que jeter une lumière peu crue sur leur hypocrisie. Les autres, on ne peut pas les accuser d'hypocrisie. Poutine n'est pas hypocrite, il est ce qu'il est. C'est un régime autoritaire qui est très à l'aise avec les autoritaires, avec Mohammed Ben Salman comme avec Sisi. Ce sont ses amis. Il soutient Haftar. C'est dans la logique des choses. Il intervient avec les Émirats arabes unis et l'Égypte aux côtés de Haftar par les mercenaires qui sont évidemment, disons, des troupes para-étatiques pour l'État russe, hein, la compagnie Wagner, comme elle s'appelle. Bon, donc là, il est dans sa propre logique. Mais des États qui se revendiquent des droits de l'homme, comme la France, et qui font de même, là, ils ajoutent comment dire, au cynisme des puissances, au cynisme de ces puissances qui ne sont intéressées que par le gain, le profit économique, ils ajoutent à ce cynisme une couche d'hypocrisie qui est très épaisse. Bon, on est en plein là-dedans, il n'y a pas... Et on peut d'ailleurs... Ce qui est intéressant, c'est comme je le disais à propos de la Tunisie, l'exemple qui confirme le fait que ce n'est pas uniquement une question de démocratie. Il y a des exemples comme ça qui sont intéressants. On peut prendre l'exemple de la Turquie. La Turquie où la pression européenne, au moment où les États-Unis eux-mêmes faisaient pression pour que la Turquie
qui est membre de l'OTAN, ne l'oublions pas, rejoignent l'Union européenne, la pression européenne à travers les critères de Copenhague, etc., sur la Turquie pour la démocratisation du pays, va donner des fruits. Il y a eu une transition démocratique en Turquie, même si depuis quelques années, il y a de nouveau un virage autoritaire. Mais là, il y a eu une véritable transition démocratique à partir du régime dont les militaires constituaient l'ossature politique qui existait en Turquie, hein, jusqu'aux années 90. On a eu une véritable transition. Et la pression européenne a joué, elle a été importante à cet égard. Et on peut faire le contraste avec ce qu'il y a dans les pays arabes. Et plus ils ont du pétrole, plus c'est le cas, où on n'a pas vu du tout cela. On a même vu les justifications hypocrites traditionnelles, comme celle qu'avait exprimée Jacques Chirac, que, n'est-ce pas, c'est le respect de leur culture. Hein, Ben Ali, oui, c'est la culture du pays. Moi, je suis un grand démocrate et je respecte la culture des autres, n'est-ce pas? Donc, il faut respecter les cultures et c'est ce qui justifie eh bien, faire des affaires avec les dictatures. C'est d'une hypocrisie flagrante. Complètement. Et le Maroc, tout le monde pensait en 2011 que le Maroc avait compris le message de la rue arabe et qu'il a commencé à entamer des réformes graduelles, mais quand même, c'était vu d'un point de vue un peu positif. Réforme de Moudawana, réforme une nouvelle constitution. Et on a l'impression que le pouvoir marocain, il regrette ces réformes timides même, malgré qu'ils soient timides, il les regrette. En revenant maintenant au recours à la sécurité vraiment d'une manière, ce que notre ami Boubacar Jamaï appelle le bénalisation de la sécurité marocaine. C'est-à-dire, même à l'époque de Basri, quand on arrêtait les opposants, on les arrêtait en tant qu'opposants politiques. Maintenant, on les implique dans des affaires de mœurs, de drogue, de sexe, de viol. C'est incroyable ce qui se passe. Pourquoi ce retour? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, le Maroc, contrairement à l'idée dominante, moi je ne crois pas que ce soit les réformes constitutionnelles qui ont résorbé le choc en 2011. Pour la bonne raison que les explosions qu'on a eues dans toute la région n'étaient pas pour des questions constitutionnelles. Elles étaient pour des formes de protestation sociale, économique et politique au nom de la liberté et de la démocratie, mais le fond est un fond socio-économique. Et le Maroc n'échappe pas à la règle. C'est loin d'être un pays, n'est-ce pas, où les conditions socio-économiques sont meilleures. Au contraire, elles sont en fait plus graves elles font partie des plus graves de la région, de l'espace arabophone. Bon, et je crois que comment dire, la manœuvre politique qui a porté ses fruits en 2011, ça a été la cooptation par la monarchie des frères musulmans marocains, c'est-à-dire le parti la justice du développement, si je ne me trompe pas dans le nom, parce qu'ils ont tous des noms un peu similaires. Cette cooptation, c'est la monarchie qui a compris l'orientation de l'administration Obama, qui était à l'époque. Pour l'administration Obama, le scénario idéal dans la région, c'était la cooptation des mouvements pour une transition vers, disons, une coopération entre les régimes en place et les oppositions, et en particulier les frères musulmans au centre de ces oppositions, eh bien, afin disons, de créer des conditions politiques plus démocratiques, mais gérables en maintenant l'appareil d'État, en maintenant la continuité de l'État. Et pour éviter également ce qui s'était passé en Irak, où le démantèlement de l'État irakien par l'occupation menée par les États-Unis a abouti à
un énorme chaos politique et une tragédie dans le pays. Bon, et ça a été le mot d'ordre, la transition dans l'ordre, ça a été le mot d'ordre de l'administration Obama, qui a poussé en Égypte dans ce sens, qui a poussé dans le sens donc d'un dépassement de Moubarak, mais par les militaires en préservant le régime, et le sens de la collaboration, d'une coopération entre les militaires et les frères musulmans, jusque y compris l'élection de 2012, où il y a eu pression sur les militaires pour accepter le résultat de l'élection. Et quand il y a eu le coup d'État en 2013, l'administration Obama était clairement navrée. Enfin, elle n'était pas. Enfin, elle a eu un moment de froid très clair avec Sisi. Ce compromis-là, il a été réalisé au Yémen, hein, où c'est un accord qui a eu lieu parrainé par les pays du Golfe, hein, entre l'opposition et Ali Abdallah Saleh, où il a quitté sa fonction. Et lui, c'était avec son accord, ils n'ont pas eu besoin de le sortir parce qu'il a fait cet accord. Et il y a eu cette sorte de coalition pour un moment entre l'opposition et Ben Saleh, hein, jusqu'à ce que tout explose avec des changements d'alliance et la guerre civile. En Tunisie, c'est ce qui s'est passé dans l'après-Narda, c'est-à-dire il y a eu Narda a compris également le chose et est rentré dans le jeu de cette coalition avec des hommes de l'ancien régime et Narda. Donc on a eu ce type de coalition au pouvoir en Tunisie. Tant qu'il y avait l'administration Obama, c'était le scénario préféré. C'est ce qu'a appliqué le Maroc, hein, cette cooptation dès 2011. Bon, ça a réussi pour un temps. Maintenant, encore une fois, la question fondamentale, elle est socio-économique. Et comme ces conditions n'ont pas arrêté elles s'expriment, ces conditions, par des éruptions politiques. Et il y a eu une série d'éruptions politiques, dont celle du Rif, très importante, au Maroc. Donc, la monarchie a vu que la question sociale et sociopolitique, parce qu'elle prend des formes politiques, cette question sociale, toujours, eh bien, n'arrêtait pas de s'envenimer, d'où ce que tu viens de citer, ce durcissement répressif, qui est un durcissement répressif où, comme on dit, n'est-ce pas, l'hypocrisie et l'hommage du vice à la vertu, c'est-à-dire que ne voulant pas apparaître comme enfin, je veux dire, ce qu'il y a de très hypocrite dans le type de répression que tu as évoqué, c'est que c'est une répression au nom des droits, alors pas des droits humains, mais des droits de la femme cette fois-ci. Alors, on va mettre en scène, n'est-ce pas, une accusation de viol ou des choses comme ça, afin de discréditer l'opposant, et ça a été utilisé à plus d'une reprise au Maroc, et donc le réprimer, le mettre derrière les barreaux, sous des prétextes, n'est-ce pas, inattaquables. D'un point de vue, on va dire, mais le MeToo est passé par là, nous sommes là en train. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, bien entendu, là-dedans, mais je veux dire, en un sens, c'est plus grave que la répression frontale parce que ça ajoute une opprobre morale, hein, à la répression physique. Hein, c'est un jeu. Bon, ça, on le voit, il est pratiqué de plus en plus. Hein, ces façons d'essayer de discréditer les opposants par le recours à des méthodes de ce type. Est-ce que le changement dans l'administration américaine avec l'arrivée de Joe Biden et son équipe va changer quoi que ce soit dans l'attitude américaine dans la région? Est-ce que ça va se refléter sur les révolutions arabes et les contre-révolutions arabes, ou il y aura une continuité avec des changements très artificiels, superficiels? Je crois que l'administration Biden s'inscrit dans le prolongement pas de celle d'avant, pas de Trump, mais celle d'Obama, dont Biden était le vice-président.
Donc, je crois qu'on va voir un retour à ce type de politique qui va privilégier les accords entre oppositions officielles, les oppositions avec lesquelles les régimes peuvent faire des affaires, donc notamment avec, là où c'est possible, avec les frères musulmans, et les régimes en place. On va pousser dans ce sens. La première chose qu'avait fait Trump quand il était arrivé après Obama, c'était son voyage au Royaume saoudien et le feu vert donné au boycott de Qatar. 2 semaines après son voyage avait commencé la crise avec le Qatar. Et ce n'est pas un hasard si cette crise a été achevée par les Saoudiens eux-mêmes dès l'élection, enfin, après l'élection de Biden. Donc, sous Trump, il y a eu, on a favorisé la ligne représentée par les Émirats arabes unis d'opposition violente aux frères musulmans, n'est-ce pas, et de soutien au régime en place dans la plupart des cas, c'est-à-dire sauf quand il y a des problèmes politiques avec ces régimes en place. D'où aussi l'intervention en Libye. Bon, je crois que là, il y a une page qui est tournée, clairement. Mais là où la différence sera la plus grande, c'est la question de l'Iran. Parce que c'était là-dessus que ça s'était. Enfin, que la rupture avec l'ère Obama sous Trump a été la plus forte, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Bon, aujourd'hui, enfin, il y a une administration qui dit clairement qu'elle veut revenir à cet accord, sauf qu'on voit actuellement un bras de fer, ou disons une tension entre Washington et Téhéran sur la question, sur le comment de ce retour. C'est-à-dire que les États-Unis veulent en même temps tenir compte des critiques à l'accord qui consistait à dire que cet accord avait laissé les mains libres à l'Iran dans la région, n'est-ce pas? Donc, veut tenir compte de cela afin de renégocier certaines conditions de l'accord. Et du côté iranien, on dit il faut un retour inconditionnel à l'accord. Donc, il y a un problème ici. Et on voit que ça se traduit aussi par même des tensions militaires. Hein. L'attaque dans le nord de l'Irak en février, suivie de la riposte, il n'a pas tardé, hein, un mois à peine après être entré en fonction, Biden utilise la force, sauf qu'il ne l'a pas fait en Irak, comme dans l'assassinat de Soleimani. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas violé la souveraineté de l'Irak et du coup créé, envenimé le problème politique qu'avait créé l'assassinat de Soleimani par l'administration Trump. Il a frappé en Syrie. Il a frappé en Syrie où là, il n'y a pas. Bon, la Syrie était malheureusement un terrain de chasse ouvert hein, pour tous les États. Il y a 5 occupations dans le pays. Donc, il y a 5 forces étrangères occupantes dans le pays. Donc, bon, il faut voir comment vont évoluer les choses. Mais généralement, l'alliance avec les Émirats est terminée. Hein, et on voit qu'il y a un froid fort entre les Émirats qui ont soutenu à fond Trump, même avant qu'il soit élu. Ils ont soutenu, ça a été documenté par la suite par des enquêtes, ils ont soutenu la campagne présidentielle de Trump. Donc, il y a Trump, il y a les Émirats, il y a Netanyahou, qui sont des gens qui ont été du côté de Trump à fond. Et donc, on voit qu'il y a clairement un froid entre l'administration Biden et les deux, et Netanyahou et les Émirats, et Ben Salman dans le Royaume saoudien. Et ça se traduit déjà, par exemple, par l'arrêt du soutien américain à la guerre au Yémen, à la guerre menée par les Saoudiens au Yémen. Donc, non, il y a des différences, certainement des différences. Hein, mais dans le meilleur des cas, c'est un retour, je veux dire, à la ligne Obama, et ce n'est nullement un miracle quelconque des États-Unis qui subitement
deviennent de vrais soutiens de la démocratie et des droits humains ou des droits des femmes dans la région. Il ne faut pas y compter avec tant que le même type d'intérêt domine aux États-Unis. On parle des Émirats, l'Égypte, un peu l'Arabie comme étant les forces contre-révolutionnaires dans la région. On peut en rajouter Israël, n'est-ce pas? Parce que d'après le sondage de l'opinion publique arabe qui a été réalisé par le Centre arabe, on voit que on a été surpris par les pourcentages très élevés du refus de la normalisation, que ce soit au Maroc, que ce soit en Arabie, que ce soit... Il y avait des chiffres qui étaient vraiment de 99%, de 88%. L'Arabie saoudite, par exemple, 88%. Est-ce que ça ne provoque pas, parce que on sait très bien que s'il y a des États démocratiquement élus, ils vont refléter la volonté populaire. Pour cela, Oui, Israël n'a aucun intérêt qu'il y ait une démocratie quelconque autour d'elle. oui, ben, écoute, tu sais, c'est ce que Samuel Huntington, connu pour son mauvais ouvrage, le choc des civilisations, il avait appelé ça le paradoxe de la démocratie. C'était quoi le paradoxe selon lui? C'est le fait qu'il y a des pays du monde où la démocratie, si elle est appliquée, produit des gouvernements hostiles à nos intérêts américains. Donc ça, c'est paradoxal pour lui, parce qu'évidemment, les États-Unis sont n'est-ce pas, le parangon de la démocratie des droits de l'homme dans le monde, donc c'est pas possible qu'une vraie démocratie produise des forces au profit à des forces qui sont hostiles aux États-Unis. Bon, enfin, passons là-dessus, mais c'est exactement ce que tu dis. Or, effectivement, Israël, qui est une des forces contre-révolutionnaires dans la région, pour son bonheur, n'en manque pas. Hein, il y a le bastion réactionnaire traditionnaliste que sont les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe. Il y a l'Iran, il y a, il y a, euh, il y a dans certains cas, la Turquie peut jouer ce rôle, même si elle a un rôle ambigu selon les types d'intervention. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, bien sûr, il y a tous les pays occidentaux. Donc, il y a une multiplicité. Je disais, là, il y a 5 occupations en Syrie. Il y a l'occupation israélienne, iranienne, russe, turque et américaine. Tu as 5 pays, 5 forces étrangères présentes. Et quand je dis iranienne, tu peux même multiplier là parce que c'est. Mais enfin, disons que c'est Iran, puisque Hezbollah ou les milices irakiennes interviennent sous direction, sous commandement iranien. Donc, il y a une multiplicité des forces régionales et internationales qui sont de nature contre-révolutionnaire. Israël est certainement a toujours joué ce rôle euh, dans la guerre de 56 contre la nationalisation du canal de Suez, aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, dans la guerre de 67 qui visait entre autres à abattre les deux régimes les plus à gauche du monde arabe, qui étaient l'Égypte nassérienne et la Syrie de Salah Jadid, de la fraction gauche du Parti basque, qui avait renversé Hafez al-Assad en 1970. Donc, Israël est une force de frappe contre-révolutionnaire dans la région. Et c'est ce qui a fait rehausser sa valeur aux yeux des États-Unis à partir du milieu des années 60, quand la radicalisation du nasserisme, du nationalisme arabe en général, avait réduit hein, l'influence des États-Unis, avait même forcé les États-Unis à évacuer leurs bases militaires dans le royaume saoudien. Donc, au milieu des années 60, pour les États-Unis, ça allait mal dans la région. Et c'est à ce moment-là que l'alliance entre les États-Unis et Israël s'est nouée véritablement. Il faut se rappeler cela, parce que les gens pensent que ça a toujours existé, cette alliance. Non, en 1956,
les États-Unis ont condamné l'agression tripartite franco-israélo-britannique et ont exigé que les forces des trois pays évacuent le sol égyptien. Donc, ça a changé dans les années 60. Et depuis, on a vu se mettre sur pied cette alliance stratégique et avec un Israël qui, notamment après la guerre de 67, est apparu comme un allié de choix pour Washington. Quand les États-Unis eux-mêmes peuvent, pour des raisons politiques, être paralysés, comme ils l'ont été pendant plusieurs années après le Vietnam, après être sortis du Vietnam en 73, ils savaient qu'ils pouvaient toujours compter sur Israël comme force militaire dans la région. Alors, quand il y a eu les soulèvements en 2011, bien, Israël a regardé cela avec, en même temps, je veux dire, la satisfaction, surtout à partir du moment où ça crée des situations chaotiques, la satisfaction de se voir confirmé comme un îlot de stabilité et qui donc a une valeur stratégique encore plus importante aux yeux de Washington, n'est-ce pas? Bon. Et, bon, mais Israël n'est pas intervenu de manière directe dans ces soulèvements, sauf pour faire respecter la ligne rouge qui a été tracée, qui consistait à dire bon, que la Syrie s'autodétruise ou soit détruite par d'autres, c'est très bien, mais la seule chose qui nous concerne, c'est on ne veut pas d'implantation qui représente une menace pour nos intérêts à proximité de nos frontières. Donc, toute tentative de création d'une implantation iranienne nous fera intervenir. D'où ces bombardements réguliers, récurrents de la part d'Israël sur le territoire syrien contre des objectifs iraniens ou liés à l'Iran. Et ce sont des bombardements, et c'est un secret pour personne, qui se font avec l'accord des Russes. La Syrie est bourrée de missiles anti-aériens russes. Ils ne sont pas utilisés contre l'aviation israélienne, parce qu'il y a accord entre les deux pays. Ce qui montre aussi en même temps que la Syrie, il y a 5 forces étrangères dans le pays, mais les 5 sont en rivalité les unes avec les autres, y compris Russie, Iran, même si les deux soutiennent Assad, mais les deux, il y a très, très clairement une rivalité forte entre les intérêts russes et les intérêts iraniens en Syrie. D'ailleurs, récemment, une des figures de proue du régime iranien a dit au Financial Times que c'était inadmissible que l'Iran, n'est-ce pas, fasse tout cet effort pour la sécurité des pays comme l'Irak et la Syrie et n'en tire pas profit économiquement. Que ce sont d'autres qui en tirent profit économiquement. Bon, donc là, pour la Syrie, c'est la Russie, évidemment, qui a la part du lion. Ce qui est le cas de le dire avec Assad en arabe, qui veut dire lion. Enfin bon, on ne va pas faire trop de jeux de mots là. Bah, justement, la Russie a récupéré même des projets qui ont été signés avec l'Iran. C'est d'une manière tout à fait violente. Et là, l'Iran ne lui reste pas grand-chose d'un point de vue économique, à part son intérêt stratégique. Elle n'a aucun intérêt économique crucial en Syrie. Mais oui, le problème de l'Iran, c'est que c'est devenu un État guerrier qui a une force militaire, même paramilitaire ou quasi militaire, enfin, avec des tentacules, je veux dire, dans la région, mais qui n'est pas, bon, qui n'est pas une force économique, qui vit du pétrole, de la rente pétrolière, mais pas d'une économie productive qui puisse offrir des choses. Bon, alors, sur ce plan, évidemment, que ce soit en Syrie, la Russie est sur le plan industriel, sur le plan économique, beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que l'Iran, ou les États-Unis avec lesquels l'Irak maintient des rapports dans le cas irakien. Donc, face aux États-Unis et à la Russie, l'Iran ne fait pas le poids. Et l'Iran se retrouve dans cette situation où, effectivement, bon, ils ont fait tout cela pour des intérêts stratégiques, mais ils voient que ça leur coûte beaucoup. Et avec l'étranglement économique
par les sanctions imposées par Trump, qui font que l'économie iranienne a déjà connu 2 années consécutives de recul, de chute, eh bien, ils sont dans une situation difficile. Ils sont dans une situation difficile. En même temps, comme la force principale du régime, c'est les gardiens de la révolution, et c'est une force qui vit sur ce maintien de la tension et du rôle expansionniste du régime, eh bien, ils sont dans ce dilemme, cette contradiction. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une pression économique qui les pousse eh bien, à essayer de négocier, de trouver un compromis. En même temps, ils ne veulent pas perdre leur, enfin, leur positionnement stratégique dans la région. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a une sorte de bras de fer maintenant entre Téhéran et Washington sur les conditions d'un retour à l'accord. Hein. On va voir ce qui va se passer. Et c'est dans ce contexte qu'il faut placer les tout récents bombardements dimanche dernier dans le royaume saoudien, qui est fait à partir du Yémen maintenant. Tout le monde sait que ça ne peut se faire qu'avec l'aide et la décision de l'Iran. Hein, c'est une façon de faire pression non seulement sur le royaume, mais sur les États-Unis, ainsi parce que on voit les conséquences que même une frappe limitée de ce type aboutit à une hausse des prix du pétrole, perturbe les marchés, crée donc des conditions dont les pays occidentaux ne veulent absolument pas, surtout dans les conditions de crise économique lourde dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Il nous reste 10 minutes et on va essayer de répondre à 3 questions. Alors, on va essayer de faire vite. En 10 minutes, d'accord. Est-ce que les enjeux confessionnels en Syrie peuvent participer à expliquer le fait qu'il n'y ait pas eu de mouvement populaire unifié comme au Soudan? Je ne crois pas. Je crois qu'au début du soulèvement syrien, mais ça, Salam, en tant que Syrien, tu le sais mieux que moi, pendant les premiers mois du soulèvement, on avait un véritable dépassement des clivages confessionnels. Les mots d'ordre des comités de coordination locaux étaient anticonfessionnels. Il y avait même délibérément des noms de figures alaouites donnés à certains vendredis du soulèvement. Donc, c'était... non, il y a eu une reconfessionnalisation, si on peut dire, du conflit, qui est, d'une part, le produit des États régionaux qui ont parrainé l'opposition, hein, et qui ont poussé dans le sens d'une confessionnalisation de cette opposition. Bon, et on a vu, à partir d'un certain moment, le financement du Golfe aller essentiellement à quiconque laissait pousser sa barbe et brandissait des drapeaux noirs ou autres, enfin se placer dans une logique de force intégriste ou de force à tout le moins religieuse. Et puis, du côté du régime, on a dès le départ tout fait pour encourager cela, y compris, c'est bien connu, en libérant les djihadistes qui étaient dans les prisons syriennes, hein, en 2011, en sachant très bien qu'ils allaient créer des groupes armés sous ce type de bannière. Pourquoi? Parce que pour le régime, ça permettait plusieurs choses. Ça permettait d'effrayer les minorités syriennes, alaouites, chrétiennes, druzes, bon, tout le monde, d'effrayer une partie même des sunnites. Hein. Le régime n'aurait pas survécu si, comme certains le présentent, il y avait les sunnites d'un côté et les minorités de l'autre. Parce que les sunnites, c'est 70% de la population. Donc, le régime a toujours gardé un ascendant sur une partie de la population sunnite. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on présente, même quand on veut confessionnaliser. Seulement, il a joué sur la peur des minorités et d'une partie des sunnites syriens face à cela. Et il a réussi dans... Bon, je crois que l'avenir, l'histoire montrera, y compris des complicités
très machiavélique entre, par exemple, Daesh et le régime syrien. Il y a plusieurs indications à cet égard. Donc, pourquoi? Mais ça, c'est exactement ce que le régime souhaitait. C'était cela, c'est ce que j'ai appelé l'ennemi préféré. L'ennemi préféré du régime syrien, c'est pas les comités de coordination locaux des premiers mois du soulèvement. Ça, c'est un ennemi mortel, c'est terrible, parce que précisément, ça permet d'unifier la population contre le régime. L'ennemi préféré, c'est des djihadistes wahhabites, anti-chiites, anti-alaouites, anti tout ce qu'on veut, parce que ça permet de faire peur à tout le monde, et y compris de faire peur aux pays occidentaux. Et donc, de les dissuader de renforcer réellement l'opposition syrienne à cause de la peur de ce qui va suivre. Pensez-vous que les sociétés arabes elles-mêmes avaient dans leur processus de construction historique et mutation socio-économique ont été favorables aux ascensions des dictatures au nom de la stabilité? Pensez-vous que qui? Que les sociétés arabes. Les sociétés. Alors là, non, non, pas du tout. Moi, non, je veux dire, les sociétés, comment on dit, enfin, une société, hein, une population, une majorité de population, c'est jamais toute la société, hein, il y a toujours des clivages, mais peut soutenir une dictature si cette dictature est une dictature qui réalise pour cette population des gains sociaux, économiques et autres. On l'a vu dans l'histoire. Il n'y a aucun doute sur le fait que le régime nassérien avait une grande popularité en Égypte. C'est absolument indéniable, y compris dans les funérailles de Nasser. C'était éclatant, je veux dire. Bon, mais pourquoi? Parce que Nasser, il n'a pas apporté la démocratie, certainement. Au contraire, il a mis en place un régime de mukhabarat, un régime militaro-policier, mais ce n'était pas un régime militaro-policier réactionnaire, mais un régime militaro-policier qui a apporté des gains réels, des conquêtes réelles au niveau de la dignité nationale, de la nationalisation, n'est-ce pas, des biens étrangers dans le pays, au niveau de la réforme agraire, au niveau de la démocratisation de l'enseignement, au niveau de la démocratisation de la santé, etc. Et puis des pas dans l'industrialisation, dans la modernisation économique du pays. Donc, c'était un régime dictatorial, mais une dictature qui était populaire pour une très grande partie de la population, en raison de cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une nostalgie pour Nasser en Égypte. Il y a une nostalgie pour cela. Mais on ne peut pas appliquer cela à des dictatures qui sont en même temps des dictatures de renforcement de l'exploitation, des dictatures de renforcement de la domination étrangère, des dictatures de renforcement des inégalités sociales. Sous Nasser, les inégalités sociales, c'est incontestable, c'est chiffré, on peut le montrer, les inégalités sociales ont considérablement diminué en Égypte, et il y a eu, eh bien, comment dire, un véritable mieux-être de la population sur le plan socio-économique et même sur le plan politique au niveau national, au niveau de la dignité nationale. Carrément. Bon, c'est ça qui a fait la différence. Mais au-delà de cela, quand il n'y a plus ce type de conditions, eh bien, les populations ne tolèrent pas les dictatures. Et ça, bon, que ce soit dans les pays arabophones ou n'importe où. Hein. L'idée qu'il y a des cultures qui aiment la dictature est une idée qui relève de l'orientalisme au sens d'Edouard Saïd, sinon du racisme le plus cru, hein, qu'on voit aujourd'hui dans un pays comme la France, avec l'islamophobie ambiante, on voit beaucoup de cela. Non, mais écoutez, je veux dire, il est clair que les populations de cette partie du monde, comme celles de toutes les autres parties du monde, sont des populations qui aspirent à la liberté, à la démocratie, qui peuvent momentanément accepter un régime
dictatorial, si ce régime apporte à la population sur d'autres plans beaucoup d'éléments positifs, mais quand ce n'est pas le cas, et aujourd'hui ce n'est le cas nulle part dans cette partie du monde, eh bien, on a des explosions comme celle qu'on voit. Bah, sur cette réponse tout à fait claire et pertinente, on conclut cette soirée très, très riche avec le professeur Gilbert Achcar. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour notre cher public. Et je suis désolé pour les questions qui n'ont pas eu de réponse, mais les réponses étaient très bien incluses dans les échanges qu'ils ont eus depuis 1 heure et demie entre moi et professeur Achcar. Merci beaucoup, Gilbert, et j'espère à très, très bientôt en présentiel, ici même au Carré de Paris. Comme ça, c'est toujours plus agréable et on pourra partager avec notre public aussi tes réflexions très riches et très enrichissantes aussi. Toujours avec plaisir, Salam. À très bientôt. Merci à toi Merci beaucoup. et bonsoir. Bonne soirée.